Bonsoir à tous, bonsoir Jérôme. Bonsoir Jean-Marc. Nous développerons avec vous l'actualité toulousaine de ce 8 octobre. Alcatel-Lucent s'apprête à supprimer d'énormément de postes dans le monde, 900 en France et une centaine à Toulouse. La liste de Jean-Luc Moudenc se précise, il montrait ses 17 colistiers UMP aujourd'hui. Et enfin, Patrice Chéreau est mort, la scène toulousaine lui rend hommage. Alcatel tout d'abord, les équipementiers télécom électroniques dans la tourmente après Freescale. C'est au tour d'Alcatel-Lucent de couper dans la masse salariale. Le géant mondial, 72 000 salariés dans le monde, veut supprimer 10 000 postes, 900 en France et une centaine sur le site de Colomiers. Sophie Vonis. Un plan social en cache un autre. Ce matin, les salariés d'Alcatel-Lucent à Colomiers ont reçu comme un énième coup de massue l'annonce du 7e plan social depuis 2007, alors que le précédent est toujours en cours. Très peu de salariés s'attendaient à cette issue pour le site de Toulouse, sachant que sur Toulouse, nous avons des activités qui sont totalement au cœur du métier du groupe Alcatel. Comme la cybersécurité, domaine dans lequel il est même prévu d'embaucher au cours des 2 années à venir, si les salariés comprennent que la situation financière du groupe est alarmante et qu'il faut réduire les coûts, le choix de fermer Toulouse reste incompréhensible. Il y a très peu de frais de structure, il n'y a pas de personnes de plateformes gigantesques sur Toulouse, ce n'est pas une usine, c'est principalement des bureaux. Là, on est en train de réduire la part la plus obsolète entre guillemets de l'appareil productif pour maintenir la part la plus, dont la valeur ajoutée est la plus importante. C'est logique dans un business plan, mais ce n'est pas les salariés qui doivent perdre leur travail parce que ce choix a été fait. Il faut réorganiser la filière, trouver des solutions sur l'ensemble du bassin. Ici à Colomiers, le site doit passer de 110 à 90 salariés. C'est la conséquence du plan social précédent qui doit s'achever à la fin de l'année. Moyenne d'âge 45 ans et 20 ans d'ancienneté pour ces ingénieurs qui sont déterminés à se battre pour conserver leur emploi dans une région qui a besoin de leurs compétences. La direction du groupe leur propose aujourd'hui une mutation sur les sites de Villarceau ou de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Des forces de police ce matin à Montaudran, Jérôme. Oui, une opération a eu lieu dans plusieurs camps de Rome, de Toulouse et de ses environs dans le cadre d'une enquête sur d'importants vols de cuivre. Une quinzaine de personnes ont été interpellées. Vous voyez les images tournées ce matin à Montaudran par Alain Sorat. Sur l'un des sites perquisitionnés, une centaine de policiers ont été mobilisés sur cette opération. Une unité du GIPN est même venue spécialement de Bordeaux. Et nous avons profité ce matin de la venue de la chef de la représentation en France de la Commission européenne. Elle s'appelle Anne Houtman. Elle nous explique la place des Roms en Europe. Elle dit, je cite, que la place des Roms doit être chaleureuse et humaine. L'Europe doit les accueillir. C'est au micro de Marlène Canal et de Alain Sorat. Il faut essayer de ne pas confondre la libre circulation qui existe pour tous les citoyens européens, c'est-à-dire tout individu qui a la nationalité d'un pays est aussi, en plus de sa nationalité citoyen européen, a droit à circuler librement en Europe. Alors une autre chose, c'est le droit à résider. Alors on a droit à résider pendant 3 mois. Sans ressources particulières. Si on réside au-delà de 3 mois, on doit avoir une source de revenus. Donc, justement, essayer, par exemple, c'est pour ça qu'on essaie d'aider l'accès au travail de ces populations pour qu'elles aient un revenu. Alors, autre chose encore, c'est la question du travail, la libre circulation des travailleurs. Alors ça va devenir une réalité pour les populations roms qui seraient d'origine bulgare et roumaine. Elles ne sont pas toutes d'origine bulgare et roumaine. À partir du 1er janvier 2014, elles auront le droit de travailler librement en France. Mais en réalité, la France a déjà un peu anticipé cette ouverture, puisque pour près de 300 professions, les Bulgares et les Roumains ont déjà accès au travail en France. Et puis une autre question encore, c'est la question de Schengen. Alors Schengen, ça c'est purement une question de la façon dont on gère les frontières. Donc pour le moment, la Bulgarie et la Roumanie ne sont pas dans Schengen, donc il y a des frontières internes le long des frontières bulgares et roumaines. Le jour où ils entreront dans Schengen, ce qui sera une décision du Conseil à l'unanimité, donc avec l'accord de la France aussi, la frontière sera uniquement une frontière extérieure et donc les Bulgares et les Roumains vont gérer avec leurs voisins extérieurs à l'Union européenne des frontières d'entrée dans l'Union européenne.
Les Roms sont donc des Européens. La campagne européenne, c'est fini pour l'instant. La droite toulousaine pour les campagnes municipales, Jérôme. Oui, ce matin, l'UMP a convoqué la presse, mais sans sa tête de liste. Sa tête de liste, on va le redire. Jean-Luc Moudenc. Objectif, présenter une partie des colistiers UMP de l'ancien maire de Toulouse. Ils ont été désignés par les adhérents il y a une dizaine de jours. De nouveaux visages de la liste UMP ont été présentés ce matin à la presse. Julie Escudier, avocate, fait partie de cette nouvelle garde. Elle souhaite voir la ville changer, notamment en ce qui concerne l'insécurité qui est de plus en plus montante, cette insécurité qui est quand même assez grave pour une ville comme Toulouse. Certaines personnes ont peur de se promener la nuit, et même pas la nuit. Cette saleté, on a l'impression qu'on n'est porté par rien. Comment sont tenus les projets, où ils sont menés, quel est l'interlocuteur. Tout ça, on dirait qu'il n'y a pas de lien entre la société civile et les personnes qui sont à la tête de la municipalité. Les 17 UMP appelés à être sur la liste de Jean-Luc Moudenc ont été choisis le 28 septembre lors d'un scrutin interne auquel 600 adhérents ont répondu présents. 11 de ces 17 UMP n'ont jamais eu de mandat municipal à Toulouse. En 2008, il y avait déjà de nouvelles têtes. Mais c'est vrai que là, la volonté des adhérents, moi je parle pour l'UMP, a été vraiment de miser plus fort sur ces nouvelles têtes, sur des nouvelles personnes, sur des gens plus jeunes. En 2008, les candidats avaient été désignés très tardivement, au mois de janvier, uniquement par ou le secrétaire départemental ou la tête de liste. Et on a voulu ouvrir, rendre plus démocratique, rendre plus transparent ce processus de désignation. Quant au placement sur la liste, tout est encore à déterminer. Tout ce qui est place, ordonnancement, revient aux têtes de liste. C'est à lui de faire sa liste après, avec les noms effectivement qui ont été désignés concernant l'UMP par les adhérents. Mais c'est aux têtes de liste, à Jean-Luc Moudenc, de constituer sa liste et à lui seul. Jeudi, un comité départemental de l'UMP entérinera ce scrutin. Alors, on l'a vu, Jérôme, à quoi va donc servir ce comité ? Donc, comme je dis à la fin du sujet, il servira à entériner le scrutin, mais il servira aussi à commencer à déterminer qui pourrait être dans les trois parties de la liste, du premier tiers au troisième tiers. Évidemment, le premier tiers est le plus important. Que Jean-Luc Moudenc gagne ou non les élections, il vaut mieux être dans le premier tiers, c'est ça, pour siéger au conseil municipal. Mais évidemment, c'est là que se trouveront très certainement les adjoints au maire influents. Et si jamais Jean-Luc Moudenc échouait, eh bien, c'est là que se trouveraient les personnes qui siégeraient au conseil municipal à ses côtés. D'accord, très bien. Alors, où en sommes-nous des candidats Modem et UDI ? Alors, il y a encore des tractations en cours dans ces partis, donc il faut attendre à peu près la fin octobre pour voir où cela en sera et si le Modem et l'UDI participeront à la liste de Jean-Luc Moudenc. Alors on a vu, l'UMP a voté en interne, alors est-ce qu'ils ont copié sur la gauche en faisant ça ? C'est sûr que ça rappelle quand même les primaires socialistes qui ont eu lieu à la fin 2011. Il faut savoir que le taux de participation a été correct, 44% donc des militants. D'autant que les votes par procuration et par correspondance n'étaient pas possibles pour éviter toute contestation comme ça a pu avoir lieu sur d'autres élections. Tout ici des chiffres à donner ? Il y avait 27 noms qui étaient proposés et il fallait donc déterminer 17 personnes avec une parité homme-femme. On l'a vu, donc ce qui s'est dégagé, c'est beaucoup de jeunes, dont par exemple Julie Escudier qui a recueilli 344 suffrages sur 554, c'est pas mal. En revanche, la vieille garde a été sanctionnée. On peut citer le cas de Marie Desquet, ancienne adjointe au maire à la culture de 2001 à 2008. Alors, elle a été écartée purement et simplement par les militants de ce vote. D'accord. Alors, où en sommes-nous des autres formations politiques ? Alors, je vois que le PS, ça va bruisser vers le 10 octobre. C'est ça. Après-demain sera investi Pierre Cohen. Pierre Cohen qui est le seul candidat à l'investiture. Donc, il n'y a absolument aucun suspense. Ça fait à peu près 2 semaines que la campagne est rentrée dans le dur au niveau du PS. Ça tweet, c'est ça. Ça tweet. Il y a un clip qui circule sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre fin novembre pour connaître les colistiers de Pierre Cohen. Fin novembre, c'est plutôt que ce qu'avait fait son prédécesseur à la mairie de Toulouse, donc Jean-Luc Moudenc, qui avait annoncé ses colistiers en janvier. Il faut croire que Pierre Cohen a appris des désillusions. Chacun apprend de l'autre partie, en tout cas. Alors, on a parlé des bleus, on a parlé des roses. Où en sommes-nous des verts ? Les verts, donc, il y a un couple qui avait été élu pour partir toujours en élection interne, sur cette campagne. Donc, Antoine Maurice et Michel Bleuze.
Au final, c'est Antoine Maurice qui mènera la campagne municipale pour les Verts. Donc la numéro 2 sera logiquement Michel Bleuze. Alors, une alliance avec les socialistes ? Point d'interrogation ? Pour l'instant, on ne sait pas. Avant le premier tour, ça risque d'être compliqué. C'est pareil que le front de gauche qui a un peu éclaté. Hein. Le PC, on le sait, partira avec les socialistes. Le parti de gauche, Jean-Christophe Célin, a priori partira seul. Donc pour l'instant, le front de gauche, qui est plusieurs entités de la gauche, est mal On finit juste avec le bleu foncé, le Front National. Voilà, le Front National qui à Toulouse se fait appeler le Rassemblement Bleu Marine. Donc c'est pour un peu édulcorer le propos. Serge Larose partira donc comme tête de liste pour le Front National. C'est une inconnue, le Front National à Toulouse, puisque en 2008, il n'y avait eu aucun candidat. Donc on verra ce que ça donne. Semble-t-il. Merci Jérôme. Au chapitre politique toujours, les municipales PS en interne au niveau de Plaisance-du-Touche. Qu'est-ce que ça donne? Des éléments de réponse avec François Guinle. C'est ce jeudi à Plaisance-du-Touche que sera élu le candidat PS pour les municipales 2014. En lice, Rémi de Mersman, conseiller municipal, et Louis Escoula, maire sortant en place depuis 1989 et qui brigue un 5e mandat. Problème au regard du règlement intérieur du PS, il n'est pas possible de se représenter au-delà de 3 mandats. Si Louis Escoula n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, son concurrent Rémi de Mersman ne s'est pas montré très disert sur la thématique à 2 jours du scrutin. Je pense que vous ne réussirez pas à me faire dire quoi que ce soit de cet ordre-là. Moi j'ai participé à l'équipe sortante aux côtés de Louis Escoula. On a fait un très très bon travail. Je suis vraiment résolument tourné vers à la fois porter ce bilan et regarder vers l'avenir dans l'intérêt des Plaisançois. Un point de vue un brin plus affirmé sur son blog, soulignant le nécessaire respect du règlement intérieur du PS. Côté Fédé, on veut éviter tout début d'incendie. Ce qui fait foi au niveau du Parti socialiste, c'est la circulaire du national qui fixe les possibilités de candidature pour être le premier des socialistes. Dans cette circulaire, il n'est nullement fait référence à 3 mandats successifs. Voilà, donc c'est un article du règlement intérieur. Mais en l'occurrence, c'est la circulaire qui prime. Appliquer brutalement un article du règlement intérieur mettrait non pas seulement en Haute-Garonne, mais dans toute la France, des municipalités en difficulté. Voilà, donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Une circulaire pour éviter des situations embarrassantes. Rien qu'en Haute-Garonne, 18 élus seraient concernés par le nombre d'élections successives. Pour le non-cumul des mandats au municipal côté PS, il faudra attendre 2020 pour y voir plus net. La rénovation attendra. L'art et la culture en deuil, Jean-Marc. Et oui, Patrice Chéreau est mort hier d'un cancer du poumon. Nous sommes allés voir les hommes de théâtre des planches à Toulouse qui lui rendent hommage. Vous l'aviez rencontré, il me semble, il y a une dizaine d'années. Oui, on l'avait rencontré en 2003, c'était pour TLT, pour Intimité. Autant dire que quand vous étiez jeune journaliste en face de lui, il y avait ce regard qui vous regardait tel, non pas un inquisiteur, mais en tout cas, il fallait savoir de quoi vous parliez. Et vos questions avaient intérêt d'être fermes et argumentées. L'homme de théâtre, on en parle. Patrice Chéreau, dramaturge, Patrice Chéreau, homme de cinéma, Patrice Chéreau, homme d'opéra, mais aussi acteur. Nous avons eu la chance de le voir jouer ici, en 1995, avec Pascal Grégory, dans La solitude des champs de coton, spectacle que nous présentions à l'époque avec le Centre dramatique national. C'était un des moments forts. J'en garde un souvenir tout à fait ému de Patrice Chéreau, acteur, par rapport à son histoire et à son parcours à Toulouse, qui n'a malheureusement pas été si important que ça à Toulouse. On ne l'a pas vu assez souvent. J'ai partagé de très bons moments avec lui ici, mais pas au point de connaître sa vie intimement. Si vous dites que sa vie était tourmentée, oui, ça se voyait à travers tous les sujets qu'il abordait. Peut-être souvent moins au théâtre qu'au cinéma, par exemple, même moins à l'opéra. Mais il était évident qu'il avait cette tourmente artistique qu'il habitait tout le temps. Il était habité par une certaine forme de violence qui faisait de lui quelqu'un d'extrêmement reconnu dans la grande institution théâtrale et en même temps de suffisamment indiscipliné pour surprendre, parce que Patrice Chéreau a toujours surpris, s'est toujours engagé dans certaines voies, les a quittés quand il était temps, il est revenu, changé de discipline, on l'a vu partout, toujours avec cette vitalité-là qui lui était propre. Toujours resté en alerte, Chéreau l'a compris dès son jeune âge quand il met un coup de pied dans la fourmilière en adaptant de façon moderne et non conformiste la tétralogie de Wagner. Patrice Chéreau a imposé finalement une vision, a dit mais on peut relire complètement, on peut aller au bout d'une relecture. Et ça a été le grand scandale du Ring de Bayreuth en 1976, ce miracle de Ring avec Boulez, où aussi on a eu pour
ce qui était finalement assez nouveau, la rencontre entre un génie au pupitre, Pierre Boulez, et un immense metteur en scène sur le plateau. Et l'objet est un objet commun. Et ça a été une démonstration apportée, je dirais, dans ce temple du wagnérisme qui était encore assez académique à l'époque à Bayreuth. Chéreau voulait aussi faire du chanteur d'opéra un véritable comédien. Quand je suis arrivé à Toulouse, mon ami Christian Torel, qui est le patron de la librairie Ombre Blanche, m'a offert un petit fascicule écrit par Patrice Chéreau qui s'appelle « Si tant est que l'opéra soit du théâtre » et qui est un texte, un essai finalement de Patrice Chéreau sur la question dont j'ignorais l'existence, qui interroge cette question. Est-ce que l'opéra est du théâtre? Oui, répond-il, l'opéra est du théâtre. Non, répond-il, l'opéra n'est pas seulement du théâtre, c'est aussi autre chose. Et je crois que l'interrogation qu'il s'est posée était celle-là. Alors, évidemment, ça pose la question de l'acteur-chanteur, l'acteur-comédien. Mais Patrice Chéreau était tout sauf un naïf, et donc se rend bien compte que quelqu'un qui doit hurler des contre-ré ou des contre-fa dièse sur un plateau pour une soprano n'est peut-être pas dans la meilleure position pour faire le travail de fond, le travail de profondeur que fait un... Voilà. Il était par ailleurs extrêmement conscient des contraintes de l'opéra, de planning et autres. En même temps, bien sûr, il était très exigeant, bien sûr, il est allé aussi loin que possible, mais tout à fait conscient qu'il ne faisait pas le même théâtre avec des comédiens qu'avec des chanteurs. Une affirmation qui corrobore ce que Chéreau nous confiait lors de sa venue en 2003 pour son film Intimité. Le rapport de force, il est automatique. Je suis dans une position de force, dont il ne faut pas user, dont il ne faut pas abuser. C'est-à-dire qu'il faut pousser les comédiens dans leur retranchement, mais il faut le faire uniquement avec leur consentement. Un des derniers projets de Patrice Chéreau qui ne verra jamais le jour était l'adaptation du roman Des Hommes du Toulousain Laurent Mauvigné. Voilà, et Greg Lamazère fera aussi un hommage à Chéreau dans son émission L'Agenda culturel. Est-ce que vous connaissez le Bascala, Jérôme? Il me semble que c'est une salle du côté de Bruguière. Bien, je donne des bons points aujourd'hui. Oui, le Bascala présentait sa saison aujourd'hui, qui commence à partir du mois d'octobre, la saison 13-14, comme on dit si bien. Il faut savoir que le Bascala n'arrive pas à l'équilibre que grâce à la culture. Il y a aussi des congrès. Pascal Solaire. Bigard et les Celtic Legends, ou dans un registre plus pointu, le guitariste australien Tommy Emmanuel. Voilà quelques-unes des têtes d'affiche qui se produiront cette année sur la scène du Bascala. La salle du canton nord toulousain propose cette année une vingtaine de spectacles tout public. Le cahier des charges, c'est vraiment de l'éclectisme pour l'instant. Et ce qui est très important, c'est qu'on a un lieu aussi qui nous permet de le faire. C'est-à-dire qu'on a un lieu qui est modulable. On a de toute façon des ambitions modestes. On n'est pas là pour... Notre but, c'est pas d'arriver à diffuser 100 spectacles dans l'année comme d'autres le font. À terme, bon, on ira peut-être jusqu'à 20, 30, mais quoi qu'il en soit, on restera toujours une salle avec... plusieurs volets d'activité. Conçu pour recevoir 400 à 1800 personnes selon les configurations, le Bascala est avant tout une salle municipale utilisée par des associations, une salle qui développe également des activités événementielles telles que l'accueil de séminaires d'entreprises pour rentabiliser l'investissement et les 600 000 € de budget annuel consacrés à son fonctionnement. Il manquerait entre 150 et 200 000 €. L'objectif étant sur les 3 années prochaines de le rentabiliser au niveau des séminaires. Il nous faudrait pour vraiment être bien au niveau des finances, avoir un séminaire par mois. Et je pense qu'on va y arriver d'ici 2 ans. Qu'ils viennent de Bruguière, Toulouse, Montauban ou d'ailleurs, le public accroche sur la programmation. Plus de 40 000 spectateurs et visiteurs ont été accueillis lors de la précédente saison, dont 9 000 pour voir les spectacles. Coup d'envoi de la nouvelle saison le 19 octobre avec du jazz. Eliane Elias sera sur scène. Il y avait Greg Lamazère dans ces images, si vous avez bien regardé. Et puis pour finir et pour partir justement plus loin qu'à Toulouse, vous pouvez aller au festival Indépendance et Création de Auch jusqu'à ce dimanche. Vous pourrez y croiser Nicole Garcia, Bertrand Tavernier et Fanny Ardant. Il s'agit évidemment d'un festival de cinéma. Merci Jérôme. Merci Jean-Marc. Demain, vous retrouverez Sophie Voinis avec moi-même.